mon colonel, le Centre national d'action anti-mine est implanté en Casamance. Depuis plus de 10 ans maintenant, vous êtes en train de travailler dans la problématique mine. Aujourd'hui, si vous devez nous parler de ce centre-là, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'état de santé du centre? Oui, le centre, il est ce qu'il est, hein, il avance. Il est dans sa mission de contribuer à la paix définitive en Casamance et d'œuvrer pour le développement des 3 régions que constitue la Casamance. Donc pour ceci, nous sommes en train de faire des actions et de mener des actions en tout cas de déminage, qui est l'action phare, l'activité phare, des activités d'éducation au risque de mines, des activités d'assistance aux victimes de mines et des activités qui sont de réinsertion socio-économique des victimes de mines justement. Voilà essentiellement ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de le faire avec les moyens dédiés par l'État du Sénégal. Donc tout ceci étant lié à la disponibilité des ressources. Donc nous y allons. Le rythme semble un peu lent, mais voilà, nous avançons quand même. Nous avions senti beaucoup le centre, en tout cas, au niveau des communautés en Casamance, dès ces premières années. Mais ces temps-ci, on ne sent pratiquement pas le centre d'action anti-mine. Est-ce lié au pilier qui était pris en charge ou bien c'est la démarche normale du Centre national d'action anti-mine selon les composantes de l'action anti-mine? Oui, c'est plutôt lié à notre philosophie d'engagement. Puisque s'il faut alimenter les médias, la presse chaque fois pour dire ce que nous sommes en train de faire, nous risquons à la limite, excusez-moi du terme, de vulgariser notre activité. Nous avons préféré nous travailler dans le silence, entre guillemets, et d'être plus efficace sur le terrain. Les annonces sont bien, mais quand c'est trop, ça peut faire ses effets indésirables, n'est-ce pas? C'est pourquoi donc nous, depuis notre arrivée ici, nous avons préféré plutôt que d'alimenter la presse de chaque jour, de Warsakarat chaque fois, des choses comme ça. Autant être un peu plus discret, travailler un peu pour ne pas faire parler plus que ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Et ensuite, surtout, pour ne pas heurter davantage ces victimes de mines-là, qui ont déjà assez souffert. D'en faire un peu à la une dans la presse, dans les médias, etc. Ça peut quelque part heurter leur dignité, dans leur souffrance. C'est pourquoi donc nous, on a choisi d'être moins bavard, excusez-moi du terme, et d'avancer vraiment de façon efficace sur le terrain. Voilà. Nous avons également remarqué que l'éducation au risque des mines n'est plus sentie par les populations. Est-ce à dire que vous avez atteint la cible, que toute la Casamance aujourd'hui a eu toutes les informations liées au comportement qu'il faut avoir, ou bien c'est un problème également qui s'est posé dans le choix du partenaire qui doit vous accompagner? Oui, vous savez que l'éducation au risque, c'est une activité transversale. Ça doit se faire avant le déminage, pendant le déminage humanitaire et après, n'est-ce pas? Donc, c'est une activité transversale. Alors, tout ceci étant lié à la bourse du moment, nous avons choisi de mettre plus l'accent sur l'activité d'assistance aux victimes. Puisque si on assiste les victimes, au moins on aura le mérite d'avoir réhabilité la victime de mine, de l'avoir soignée, de l'avoir réinsérée dans le tissu social et économique de sa communauté, de son pays. Donc, la bourse étant à un niveau qui ne nous permet pas toujours de faire et l'assistance aux victimes et l'éducation au risque de mine, nous avons préféré mettre plutôt l'effet majeur sur les activités d'assistance aux victimes. Alors c'est pour cela que tout ceci est gratuit jusqu'ici. Depuis l'évacuation, les soins d'urgence, les soins ultérieurs, la réhabilitation, tout ça, c'est gratuit. Et nous pensons que ça doit être vraiment
l'objectif numéro 1 d'abord, quoi. Mais ceci ne nous empêche pas que nous sommes en train de poursuivre les activités d'éducation au risque. Aujourd'hui, nous avons signé un accord avec le CICR de Guinée-Bissau et celui du Sénégal. Et ça a débouché sur la formation des volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise qui aujourd'hui ont été qualifiés pour mener des séances d'éducation au risque de mines. Et ces volontaires-là sont aujourd'hui sur le terrain en train de travailler avec l'appui toujours du CICR. Et puis nous sommes en train de superviser tout ceci. Voilà. Dans ce combat contre l'ennemi invisible que constitue la mine, nous savons que la Casamance a traversé des moments difficiles. D'abord, il y a eu ces questions d'otages de démineurs. Ensuite, les démineurs de Hachi qui avaient des problèmes sur le terrain. Et récemment, nous avons enregistré également des accidents par mine. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à compliquer le travail du centre? Non, nous sommes préparés à travailler dans une ambiance pareille. Hein? C'est-à-dire, puisque les mines ont été posées par je ne sais qui. C'est un conflit interne où tout le monde peut être partie prenante à la pose des mines. Hein. Donc on ne sait pas non plus combien de mines ont été posées, où est-ce qu'elles ont été posées et pour quelles raisons ont été posées. Donc tout le monde travaille dans l'incertitude, n'est-ce pas? Alors je sais que nous sommes déjà formatés puisque nous sommes quand même qualifiés à travailler dans le déminage militaire et humanitaire. Donc ceci est moins problématique pour la population qui est elle-même innocente et qui est plus mobile que les autres couches de la Casamance, c'est-à-dire les populations surtout. Donc c'est un rajout parce que malheureusement ça va augmenter le nombre de victimes. C'est un rajout parce que ça va hypnotiser davantage ces populations. C'est un rajout parce que ça va freiner un peu le mouvement de retour au terroir et de retour aux activités agricoles, pastorales, etc. Tout ceci, c'est un frein. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, n'est-ce pas? Les enlèvements sont toujours déplorés, puisqu'il s'agit encore une fois de démineurs humanitaires qui ne sont ni armés, ni escortés, ni encadrés. Donc, mais qui sont assez formés moralement pour pouvoir faire face à des aléas comme ça qui sont liés un peu à leur métier. Voilà. Mais en dépit de tout ceci, quand même, ça avance. Ça avance. Nous avons préféré jouer sur la sûreté. C'est pourquoi la vitesse que tout le monde nous impute de ne pas observer, cette vitesse-là, peut ne pas être toujours accompagné de sûreté et de sécurité. Nous avons choisi, nous, d'aller lentement, oui, mais sûrement. Parce que vis-à-vis de la Convention d'Ottawa qui nous lie, il y a des deadlines, des délais à ne pas dépasser, mais tout ceci en guillemets, les États sont souverains. Chaque État ayant sa spécificité pour éradiquer son territoire des mines et des restes explosifs de guerre, doit prendre en compte ces spécificités qui lui sont propres. Le Sénégal, pour ce qui le concerne, est l'un des rares pays à engager le travail de déminage humanitaire dans un contexte qui n'est pas encore post-conflictuel. Le conflit, qu'on le dise ou pas, est en train de s'estomper. On touche du bois et on rend donc grâce à Dieu. Mais quand même, il faut compter avec certaines velléités qui peuvent survenir d'ici ou d'ailleurs. Il y a les partenaires techniques qui étaient là, notamment Mekem et d'autres opérateurs, mais qui aujourd'hui se sont retirés. Quelle est la situation aujourd'hui du déminage sur le terrain? Est-ce que vous avez des partenaires et sur le plan des finances? Est-ce que le CNAMS a mobilisé les fonds nécessaires pour le déminage de la Casamance? Oui, les partenaires, ils étaient trois à un moment donné quand j'arrivais. Mais depuis 2014, nous avons vu le départ de Sud-Africain Mekem. Ensuite, celui du Norwegian People's Aid, NPA. Aujourd'hui, il n'y a que HI, Handicap, donc Humanité Inclusion, qui est là et qui fait un travail extraordinaire. Handicap est arrivé,
c'est un professionnel qui a une envergure internationale et qui a hérité de tous les personnels qui ont déjà été qualifiés au déminage humanitaire et qui ont été plus ou moins débauchés par le Sud au départ de ces deux opérateurs-là. Donc, on a un vivier très important de démineurs qui est là. Alors, celui-là, il fait un travail, à lui seul, il peut faire le boulot. Et il reste que le budget ne suivant pas toujours, n'est-ce pas? Donc, on est obligé de travailler avec les moyens du bord. Le contact que nous sommes en train de pousser avec le Britannique, qui est en train d'avancer, ce contact. Et puis voilà, nous pensons qu'avec son arrivée, on pourra un peu soulager l'effort de handicap et puis multiplier les performances sur le terrain. Voilà. Êtes-vous convaincu qu'on peut déminer sans aboutissement du processus de paix? Oui, c'est détachable. Ça, je suis formel, c'est détachable. Puisque tant qu'on exécute un déminage humanitaire, c'est possible. Puisque le déminage humanitaire, à la différence du déminage militaire, a pour vocation de libérer les populations de la psychose et de la hantise des mines qui sont quelque part sur le terrain. Alors, si un déminage humanitaire signifie l'accord de tout le monde, de toutes les parties, c'est possible. Il s'agira de discuter avec Jean, avec Paul, de s'assurer que tout le monde est d'accord. Et puis en ce moment seulement, on travaille au vu et au su de tout le monde. Ça se passera dans la transparence la plus totale. Nous n'avons aucune intention de combattre qui que ce soit. Nous sommes neutres et transparents. Donc nous pouvons bien travailler au profit des populations. Le seul problème, c'est de ne pas prétendre à tout faire à la fois, puisqu'il y a des considérations tactiques ou opérationnelles qui font qu'une partie peut être d'accord pour le déminage, mais pour fixer des limites à ne pas dépasser pour des raisons opérationnelles ou des raisons tactiques ou stratégiques ou ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de discuter et d'intégrer tous ces facteurs-là et d'avancer. Parce que le déminage humanitaire a pour principe essentiel de libérer les surfaces, de libérer les rizières, les champs, les vergers, tout ça, hein, les lieux de culte, les lieux d'habitation, tout ça, pour que ces populations qui habitent dans ces parages puissent être libres et ne plus vivre de la psychose des mines, simplement. Si on règle ces histoires ces zones qui sont exclusivement, n'est-ce pas, dédiées aux populations, mais on peut toujours, en attendant de signer une paix définitive, on peut se contenter et avoir le mérite d'avoir au moins réglé le problème des populations, n'est-ce pas? L'éducation au risque venant appuyer, chacun des habitants pourra savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser, quels sont les objets qui semblent être dangereux ou suspects. Et puis, fort de tout ceci, chaque habitant de ces localités pourra être libre de vaquer à ses occupations, de pouvoir s'épanouir, se déplacer et sauvegarder ses lances. En tout cas, dans beaucoup de zones, vous l'avez fait, vous avez restitué les terres aux populations parce que c'était certifié. Mais aujourd'hui, on continue à enregistrer des victimes de mines dans des zones qui certainement ne sont pas encore déminées. Ou si c'est déminé, est-ce que ça a été restitué aux populations comme Bissine, comme également Bindialoum, qui ont enregistré tout dernièrement un accident? Est-ce qu'on peut dire que c'est des zones qui ont été certifiées et restituées aux populations? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il que les populations tout de suite retournent à leur terre sans certification? Non, heureusement, j'allais dire que les accidents sont répertoriés dans les zones qui n'ont pas été encore déminées. Puisque le comble serait de déminer et de voir ensuite les accidents se produire. Mais à ce jour, tous les accidents connus se sont produits dans les zones qui sont encore dans nos répertoires et qu'on doit déminer, n'est-ce pas? Alors, parce que la restitution dont vous parlez fait l'objet d'une cérémonie
d'appropriation de ces zones déminées par les populations elles-mêmes, n'est-ce pas? C'est ça l'intérêt d'une cérémonie de restitution. Alors, jusqu'ici, ça va, les accidents se produisent. Nous, avant l'enlèvement du mois de mai dernier, du mois de mai 2019, on avait effectivement pour objectif de régler le département de Goudomp. Avec le département de Goudomp déminé, on pouvait dire qu'à la suite de la région de Kolda, Sédhiou est déjà propre également, entre guillemets. Qu'il ne resterait plus que vraiment la région de Ziguinchor. Et on allait proposer, nous, d'aller un peu en reculant et en allant vers Ziguinchor. Après quoi seulement on allait attaquer Oussouye. Ensuite, aller à Bignona. C'était un peu ça notre démarche. Mais avec le freinage qu'on a observé dans le Bafata, on était obligé d'arrêter toute cette manœuvre-là. Mais ne vous en faites pas, les zones déminées sont restituées par l'autorité administrative aux populations. Et jusqu'ici, Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident connu dans ces zones. Maintenant, le problème reste entier. Notre souhait, en tout cas, c'est d'y aller en précurseur et de nettoyer tout ceci pour éviter aux populations de venir comme ça, comme des victimes innocentes qui vont forcer un peu les choses parce que simplement, il est temps de retourner au terroir. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Il faut attendre le déminage. Voilà, on ne peut pas nous aussi prétendre freiner tout le monde dans leur envie de retourner au terroir. Mais nous avons au moins le mérite d'annoncer à la presse, à tout le monde, à l'opinion publique, que le rôle du CNAMS est d'être le précurseur à tout ceci. Si on peut avoir les moyens, en tout cas, les moyens c'est un peu vulgaire, mais si on peut avoir vraiment cette possibilité de s'engager en prélude à tout déplacement, à pouvoir nettoyer, à pouvoir voir d'un œil de technicien le terrain et à pouvoir dire enfin que c'est bon, en ce moment seulement, les populations peuvent se déplacer et occuper tranquillement le terrain. Voilà. Colonel, oui. Évidemment, nous resterons toujours humbles avec le terrain, puisqu'en déminage, on ne dit jamais 100%. Mais, après avoir injecté tous ces moyens-là, on pourra dire avec humilité, avec une petite marge de réserve que c'est bon. En ce moment, les gens sont un peu plus tranquillisés à pouvoir retourner. La dernière question, c'est de savoir les priorités aujourd'hui du CNAMS, c'est quoi? Nettoyer toutes les régions de Casamance qui sont suspectées minées de ces engins de guerre et des restes explosifs de guerre. Voilà, c'est ça notre priorité. Alors, jusqu'ici, on avance. Notre souhait, c'est de le faire dans les meilleurs délais, puisque les extensions viennent encore s'ajouter à l'attente, à l'impatience des populations. Mais notre priorité reste la même. Il s'agit de voir un Sénégal sans mine. C'est ça notre priorité. Ça demande ce que ça demande. Mais si vous permettez que lance un appel à tout le monde, c'est de dire à toutes ces parties-là, à tous ceux qui ont des intentions de vouloir encore freiner cette opération de déminage, que l'heure n'est plus à cela. N'est-ce pas? Il faut accompagner ces populations. Ils ont déjà assez souffert d'avoir abandonné le terroir pendant plus de 3 décennies. Je pense qu'il faut les accompagner. Nous souhaitons être un peu en pole position de tout ceci, avec les ressources allouées, avec les moyens techniques qui sont disponibles, de pouvoir vraiment faire un tour d'horizon de tout ceci, de nettoyer. C'est ça la priorité, c'est ça l'urgence du moment. Voilà. Voilà, colonel Barham Thiam, je rappelle que vous êtes le directeur du Centre national d'action anti-mine du Sénégal implanté dans la région de Ziguinchor.